Bon, mais bonsoir à Steve. Merci d'avoir trouvé le créneau et puis la posture pour pouvoir nous rejoindre malgré l'impondérable de dernière minute, déplacement, etc. Ah, ça a failli, dommage que Marité ne soit pas là parce qu'elle a vécu des choses pas tristes non plus avec la venue du ministre à Auxerre, ou pour mettre un petit peu relativisé, c'était le lieu, les horaires qui changeaient. Bon, ça a été vraiment quelques jours qu'on a vécu en direct. Mais finalement, ça s'est bien déroulé. Et puis, je pense qu'avec toi, il n'y a pas de problème. Donc, Steph Gentil, donc président du Forum francophone des affaires, et j'avais écrit dans la messagerie, je crois, partenaire historique du Cercle des solidarités francophones, puisque j'ai quand même une pensée émue à Georges Collin, un de nos fondateurs, qui a entretenu des liens étroits avec Steve à l'époque où je n'étais pas encore là. Je n'étais pas encore arrivé au CSF, donc c'était sous la 4e République, mais je plaisante. Hein, Tu nous vieillis tous. Hein. Nous avons voilà. Steve me connaît. Hein, donc, et... Allô? On t'entend plus, Jean-Pierre. Jean-Pierre, on t'entend plus. Ça, c'est... Et voilà. Jean-Pierre, merci, Christine. Et oui, mais c'est des problèmes techniques. Je vais peut-être passer en connexion partagée, c'est le comble. Alors, vas-y, là, on t'entend à nouveau, peut-être. Continue. Oui, merci, je passe en partagé parce que j'ai une connexion instable, mais si je suis en pleine grande ville à Marseille, j'attends la fibre. Ça va? Tu me dis, hein, Christine, si ça saute, sachant que l'important, c'est Steve. Bon. Moi, je fais juste l'intro. Voilà, je vais pas. C'est en connexion partagée avec le téléphone. Je ne vais pas oublier d'excuser Christian Philippe qui devait faire l'introduction au titre de sa présidence, coprésidence avec Michel Robitaille, donc du Québec, du réseau international des maisons des francophonies, une initiative à laquelle participait le CSF avec les autres maisons des francophonies et qui se développe chaque jour, je crois, au dernier pointage. Il y a 38 ou 40 maisons en création ou déjà créées à travers le monde. Et il y a également maintenant des réseaux par plaque. Donc, il y a une plaque Europe, une plaque Amérique, une plaque Afrique, où d'ailleurs deux amis du Burundi, Jacques et Eliane du Cameroun, ont des responsabilités dans ce réseau africain. Donc voilà un petit peu pour le Canevas. Donc Christian avait une autre visio. Donc quand j'ai envoyé la rectification, l'annulation, pardon, il a basculé sur l'autre visio. Et donc il regrette de ne pas être là, mais nous garderons ces liens-là entre nous pour continuer à œuvrer en faveur de la francophonie. Et notamment, c'est la transition sur la francophonie économique avec un outil qui est le Forum francophone des affaires, qui est un outil international. Je crois, pas dire de bêtises en disant que c'est la seule organisation économique francophone internationale. Et donc, le FFA a tout un réseau d'acteurs politiques, d'entreprises, associatifs. Nous sommes ravis de compter parmi ces partenaires et puis de bénéficier aussi, avec un remerciement, de l'accueil au siège du FFA pour notre siège social, même si la plupart des courriers arrivent maintenant chez moi. Voilà. Donc, Steve, merci d'avoir pris ce temps. Merci de nous rencontrer, puisqu'on a prévu, c'est un exposé liminaire de Steve, suivi par des échanges avec tous les acteurs, les participants qui sont présents. Voilà. Donc, encore merci à tous. Et puis, je te passe la parole, Steve. Écoute, merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonjour à tous. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce contretemps qui vient uniquement de ma faute. Et si vous avez décommandé et tout, c'est à cause de moi. Encore une fois, mille excuses. Et Jean-Pierre, tu parlais de partager tout à l'heure. Au FFA, nous avons un slogan, c'est que le monde n'est pas à conquérir, il est à partager. Donc, vous le savez, le Forum francophone des affaires a été créé en 1987 à Montréal lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement francophones. L'idée était d'abord une idée canadienne qui consistait à créer une structure qui devait accueillir les entreprises de tout l'espace francophone afin de créer des liens et des possibilités de partenariat, de travail entre les entreprises francophones. Et alors, comme nos amis canadiens sont vraiment de bons francophones, ils ont confié au secteur privé ce premier modèle. Ils l'ont confié à un fonctionnaire qui avait fait l'École nationale d'administration, ce qui prouve que même au Canada, la structure administrative est aussi forte, même en francophonie.
Alors, le FFA s'est positionné de la façon suivante. Il est entre l'économie et le politique à l'international, avec un pied dans l'institutionnel qui n'est pas que l'institutionnel francophone, il est aussi l'institutionnel lusophone, hispanophone et arabophone, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, depuis plus de 30 ans, le FFA agit avec le soutien constant des secrétaires généraux de l'Organisation internationale de la francophonie, dans lequel nous sommes dans des programmes d'effectifs en direction de l'entreprise. Encore une fois, je répète cette spécificité, nous ne sommes pas dans la macroéconomie, nous sommes dans l'échange d'entreprises et uniquement dans l'échange d'entreprises. Tout ce qui pourrait être la coopération économique, la coopération linguistique, la coopération d'État, ce n'est pas nous. Nous sommes un rassemblement d'entreprises privées et publiques. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, notre positionnement est une position très originale entre l'économie et le politique. Nous avons développé un observatoire économique depuis maintenant 2014 qui est basé au Palais Sardes à Nice. Nous avons un magnifique bureau. Des experts de premier plan apportent leur analyse, leurs témoignages, leur vision prospective. De nombreuses signatures de tout horizon y commentent l'actualité économique. Référencé par les instances internationales, l'Observatoire économique francophone a pour une vocation d'éclairer la prise de décision des responsables économiques. Nous venons d'avoir d'ailleurs la chance que notre ami Kako Napuko vient d'être nommé à l'UMOA. Il était un de nos responsables aussi. Vous avez Marc Touati qui fait l'Amérique, qui est plutôt l'Europe, et Thémis Porras qui fait l'international et en particulier tout ce qui est l'Amérique latine. Pourquoi des pays qui ne sont pas dans la francophonie? Parce que nous accompagnons les entreprises à l'international. Et qui dit entreprise à l'international dit pas simplement s'arrêter à la frontière de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est-à-dire que si vous êtes au Bénin, vous avez certainement beaucoup d'intérêt d'aller au Nigeria et vous avez comme base francophone le FFA. Alors le FFA, nous avons une autre particularité, c'est que nous défendons le français à l'international. Nous sommes une vraie organisation francophone avec la défense du français dans l'économie, dans la prospective, mais je vous en parlerai plus tard. Et nous avons signé une charte éthique des entreprises francophones qui a été conçue avec l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà pour l'observatoire. Ensuite, nous avons disposé notre structure en plusieurs régions. Une région européenne, parce que comme vous le savez, il y a maintenant quasiment autant de pays, 34 pays et régions européennes membres officiels de l'OIF, et pour nous autres entreprises, la francophonie économique nord est une francophonie intéressante pour nos entreprises. Nous avons, grâce à notre travail et l'aide des pouvoirs publics, obtenu que le français soit une langue de dépôt à l'Office européen des brevets à Munich. Jusqu'à présent, il y avait deux langues, l'anglais et l'allemand, et le français, depuis une dizaine d'années, et notre commissaire Thierry Breton est allé saluer l'Office européen des brevets l'autre jour. Nous déplorons simplement une seule chose, c'est que depuis que nous avons réussi cette avancée, parce que vous savez combien pour les entreprises, les brevets européens sont des choses importantes, il n'y a que très peu d'entreprises francophones et particulièrement françaises qui déposent en français à Munich. C'est-à-dire que l'entreprise, qu'elle soit une PME ou une PMI qui a un brevet, préfère faire des frais juridiques, fiscaux et en même temps techniques pour déposer dans une autre langue qui n'est pas sa langue. C'est quelque chose qu'on regrette bien sûr et c'est un combat qu'il faut mener pour que l'entreprise comprenne qu'à l'international, le français demeure une grande langue de travail, une langue de communication, une langue de formation. Donc, après la partie européenne, nous avons un groupe qui est le groupe Afrique et nous réunissons d'ailleurs chaque année, sauf l'année dernière, l'ensemble des dirigeants des banques africaines dans une structure qui s'appelle la FIFAB, la Fondation internationale francophone pour les assurances et les banques. Et donc, cette année encore, nous réfléchissons, parce que nous avions programmé l'année dernière une manifestation à Paris, nous réfléchissons à les réunir ou non. La pandémie nous a beaucoup désorganisés au niveau des réunions. Elle ne nous a pas désorganisés au niveau
comme Jean-Pierre le sait, puisqu'il fait partie des gens qui assistent et participent à nos visioconférences. Il nous a permis de devenir une vraie organisation internationale sur la visioconférence, puisque d'une façon régulière, tous les 8-10 jours, nous faisons des visioconférences. D'ailleurs, je vous invite, nous faisons une visioconférence mercredi sur Israël. Et je vous parlerai d'Israël tout à l'heure, puisque dans le Forum francophone des affaires, nous avons la chance d'avoir officiellement l'Algérie et Israël. Ensuite, nous avons une autre région qui est la région Asie, où nous sommes très importants et nous avons signé des accords tant avec les pays de l'ASEAN qu'avec les pays membres de la francophonie. Et nous organisons à Shanghai, au mois de novembre, du 5 au 10 novembre, nous accueillerons au Salon international pour les exportateurs l'ensemble des entreprises francophones qui auront la possibilité et l'envie d'aller vendre leurs produits. C'est une manifestation qui a rassemblé l'année dernière, puisqu'elle s'est tenue l'année dernière, 400 000 acheteurs professionnels chinois, et le monde entier vient vendre ses produits. Et c'est pour nous une façon d'accompagner nos entreprises. Donc, je vous le disais tout à l'heure, nous avons signé des accords avec les pays anglophones, arabophones, hispanophones et lusophones. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, quand l'entreprise est internationale, elle ne s'arrête pas à la barrière des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Et encore plus, nous les encourageons à aller à l'international et d'y aller en français. C'est le cas, par exemple, au Nigeria, où nous soutenons avec la Chambre de commerce d'Abuja un centre de formation pour les entreprises nigérianes qui veulent faire des affaires avec leurs voisins. Et par contre, leurs voisins, eux, sont francophones. Donc, effectivement, ils ont tout intérêt à avoir la langue française comme langue de travail. Quand il n'y a pas le sommet des chefs d'État francophones, nous organisons des ministériels. J'ai un petit problème de téléphone. Voilà. J'ai un petit problème de téléphone. J'espère que je vais y arriver. Et nous organisons des ministériels. C'est pour cela que nous avons organisé la première ministérielle des ministres de l'économie et des finances avec Emmanuel Macron lorsque M. Macron était ministre de l'économie et des finances. Nous avons aussi réuni pour la première fois la réunion des ministres de l'agriculture des pays francophones. Et nous avons aussi réuni la première réunion des ministres des Transports, ainsi que la réunion des ministres du Tourisme. Pourquoi ? Parce que nous considérons que verticalement, il faut aussi organiser les professions et les mettre ainsi au travail. Nous sommes reconnus par toutes les organisations internationales. Nous sommes agréés par les agences des Nations Unies, par l'Union pour la Méditerranée, par le Commonwealth, par l'Est African Business School et par le Conseil de l'Entente africaine. Chaque année, nous remettons le prix du livre francophone, qui est remis à Bercy par le ministre en charge du ministère, Bruno Le Maire, qui l'a remis non pas l'année dernière, mais l'année précédente. L'année dernière, nous n'avons pas tenu cette réunion. Nous considérons que le Forum francophone des affaires doit jouer un rôle pour approfondir la dimension économique du français, pour valoriser les synergies économiques et pour que crée la langue française. Il est accordé chaque année à des écrivains qui ont écrit sur l'économie, mais aussi sur le social, qui ont écrit en français et qui ne viennent pas forcément de la sphère francophone. C'est comme cela que nous avons, une ministre a une fois promu un jeune économiste japonais qui avait écrit en français. Nous ne prenons pas les traductions. Et puis nous avons le prix de l'entreprise francophone, qui est remis chaque année par un chef d'État en exercice. C'est le roi Philippe de Belgique qui l'a remis au Palais Royal en 2019. En 2020, nous ne l'avons pas remis et nous ne savons pas si nous allons le remettre. En principe, nous pensons le remettre si le sommet a lieu à Djerba. Nous le remettrons pendant que nous tiendrons la partie économique du sommet et nous remettrons cela à Djerba. Nous avons une autre particularité, c'est que nous occupons beaucoup des métiers d'art et de l'artisanat francophone. C'est pour ça que chaque année, nous louons le pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne et que nous y accueillons les artisans et les métiers d'art francophones. C'est Madame Boutros-Ghali qui, en 2019, est venue spécialement du Caire pour remettre le prix aux artisans. Aux expositions universelles, aussi bien à Shanghai, Milan et Dubaï, qui devait se tenir l'année dernière, mais qui se tiendra peut-être cette année
d'octobre à mars 2022, nous avons un pavillon d'entreprises qui représente les entreprises francophones et leurs réalisations. À Shanghai, c'était 2500 mètres carrés, pareil à Milan. Et à Dubaï, écoutez, on réfléchit encore comment on va faire, puisque nous l'avions programmé en 2020 et que nous n'avons pas pu le tenir. Donc, on hésite encore à la reprogrammer 2021. Si l'exposition universelle se tenait, on aurait soit un pavillon, soit on ferait la journée de la francophonie. À Shanghai, l'ensemble des pays francophones se sont servis de notre pavillon pour faire la journée des entreprises francophones. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons une particularité, c'est que nous avons... On n'entend plus. Vous entendez toujours? Allô? Vous m'entendez? Oui, là, c'est bien, c'est bon. C'est bon? Alors, nous avons une particularité, oui, je vous le disais tout à l'heure. Cette particularité, c'est d'avoir Israël et le MAI, le patronat israélien, le MEDEF israélien. D'ailleurs, le président Shimon Peres, qui nous avait reçus à Jérusalem, avait remis lui aussi le prix de la francophonie économique. Il l'avait remis d'ailleurs à l'agence de coopération israélienne qui travaille en concert avec l'Agence française de développement. Et puis, nous avons Israël, par décision du gouvernement, c'est le ministre de l'économie l'Algérie, qui représente l'Algérie. Voilà, nous coordonnons beaucoup nos activités aussi avec l'Association internationale des régions francophones, avec qui nous avons un partenariat sur toute la partie économique, où nous accompagnons les entreprises dans les grands programmes de ces régions. Et nous avons d'ailleurs signé un accord avec les départements français et les régions françaises pour l'accompagnement des coopérations décentralisées, l'accompagnement des entreprises francophones. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes bien sûr des défenseurs de la langue française dans la partie économique. C'est pour ça que nous travaillons avec la délégation générale à la langue française et nous sommes en train de faire une étude sur comment les grands groupes internationaux français à l'international travaillent ou non en français et comment les grands groupes internationaux étrangers qui sont sur le sol français travaillent ou non en français, dans quel domaine ils ne le travaillent pas, pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Nous avions déjà réalisé pour les pouvoirs publics cette étude il y a une dizaine d'années. Nous sommes en train de la mettre à jour. Nous sommes en train de monter aussi une grande réunion sur les régions francophones de montagne. C'est une idée que nous avions vendue lorsqu'il y avait eu le sommet des chefs d'État francophones qui s'étaient réunis, vous vous souvenez, à Montreux. Et c'est la mairie d'Aix-les-Bains qui accueillera pour la prochaine édition les présidents de gouvernement qui viennent d'Andorre, d'Aoste, d'Autriche, de Haute-Savoie, du Liban, du Maroc, de la Slovaquie, de la Slovénie et bien entendu de la Suisse. L'idée là aussi, c'est de mettre en rapport aussi bien les territoires et les industries et les commerces qui touchent le tourisme et qui touchent la montagne. Voilà un peu comment fonctionne le Forum francophone des affaires. C'est une structure qui est dirigée et animée par des chefs d'entreprise qui donnent sur leur temps pour faire en sorte que la francophonie économique existe. Nous ne sommes pas dupes du fait que les entreprises, nous sommes tous en concurrence. Et nous sommes dans un monde libéral économique, et tant mieux pour nous. Et nous comprenons très bien que les entreprises du Nord sont aussi en bagarre les unes avec les autres. Et nous essayons de faire des liens complémentaires qui pourraient être que la sous-traitance soit francophone sur les grands marchés, qu'il y ait une préférence francophone. Et nous ne sommes pas, je vous signale au passage, nous ne sommes pas pour les produits made in francophonie, parce que c'est une idée qui est trop compliquée, trop complexe, et qui entraînerait, comme vous savez, pour des pays qui ont, hélas, l'habitude de faire des sous-marques, une concurrence déloyale pour l'ensemble des entreprises francophones qui elles-mêmes font des efforts au niveau de la création de leurs produits. Voilà un peu comment fonctionne le Forum francophone des affaires. Mais encore une fois, je serais heureux de vous inviter à nos conférences. La prochaine conférence, comme je vous disais tout à l'heure, est sur Israël. La conférence qui suit, qui est juste après, est sur la région Normandie, avec qui d'ailleurs nous avons beaucoup d'accords et beaucoup de travail pour accompagner leurs entreprises dans les pays francophones. Comme vous le savez, c'est une grande région économique française. Et puis la suivante sera avec le président
de la SNCF, M. Farandou, qui viendra nous expliquer combien le transport et le transport francophone est quelque chose de très important pour l'économie. Que dois-je vous dire d'autre? Vous m'entendez? Oui. Bon. Oui, oui. Voilà un peu comment fonctionne le Forum francophone des affaires. C'est des milliers d'entreprises qui nous suivent. D'ailleurs, Jean-Pierre, toi qui viens de visioconférence, tu vois bien que chaque visioconférence, c'est 300-400 entreprises chaque fois, qui ne sont jamais les mêmes, car cela dépend des sujets. C'est un mouvement économique qui, encore une fois, est le seul à défendre le français de l'entreprise. Encore une fois, les autres sphères ne sont pas de notre registre et pas de notre compétence. Nous, simplement, nous voulons que le français reste une langue de travail pour l'entreprise francophone à l'international et qu'elle ne soit pas obligée de travailler dans une autre langue. Bien entendu, nous comprenons bien que pour les marchés, il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas parler la langue du pays dans lequel nous allons. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur le Forum francophone des affaires et comment ça marche? Moi, j'ai une question par rapport aux événements et aux conférences qui sont organisées. C'est à quel endroit on peut trouver l'accès sur le site ou comment on peut s'y inscrire? C'est très simple. Nous sommes une structure de droit privé. Vous êtes abonné chez nous et on vous envoie des invitations. Mais en ce qui vous concerne, vous, on est entre amis francophones et on se fera un plaisir de vous les adresser. Mais Jean-Pierre a tout ça. Il peut vous les retourner. Mais si vous nous donnez vos coordonnées, il n'y a aucun problème. On vous enverra nos invitations. Très bien, merci. On t'entend pas, Jean-Pierre? Oui, je viens de mettre le micro. Je disais, oui, j'écrirai, je récupérerai ça, puis je le ferai en partage, comme on a dit tout à l'heure, avec l'association à travers le monde, quoi, nos amis. Parce qu'on a des représentants de différents pays, là, ouais. Oui. Merci, Jean-Pierre. Il y a Benoît qui a demandé la parole. Allô? C'est bon. Benoît, je te laisse. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Benoît Maledi-Bento de la structure 3 Lys Seine-Simalène, la Maison de la Francophonie de Yaoundé. Ma question était la suivante. Tout à l'heure, vous parliez de région francophone de la montagne. Est-ce que ce concept est ouvert à être décliné comme région francophone des littorales, région francophone des forêts, etc., ou c'est strictement un élément atypique comme le thème de la montagne? Et ma deuxième question était de savoir, en tant qu'entreprise, comment fait-on pour adhérer au FFA? Alors, non, bien sûr, la montagne, je le disais, parce que cette réunion devait se tenir l'année précédente, et puis j'espère qu'elle va se tenir en septembre 2021. C'est une structure qui s'est créée lorsque le sommet était à Montreux, et bien sûr, Montreux étant dans une région de montagne, nous avons décidé à Montreux, qui est dans le canton de Vaud, de réaliser cette structure avec nos amis suisses. Mais nous sommes en train de réfléchir sur la création d'une fédération des ports francophones. Et nous avons déjà créé, je vous le disais tout à l'heure, la Fédération internationale des banques et assurances. Et nous sommes aussi en train de travailler sur la Fédération des transports. C'est pour ça que je pense que nous allons réussir à faire que notre président de la SNCF nous aide dans la création des fédérations des transports. Non, bien sûr, c'était simplement, je voulais vous citer au passage, l'idée, en fin de compte, de faire des choses par métier. Pourquoi par métier? Parce que ça annule un peu la différence économique et géographique dans laquelle nous sommes, puisque quand on est dans le même métier, on a les mêmes modes de travail, on a les mêmes formations, on a les mêmes soucis en direction de l'international,
le même souci dans le financement, dans les référencements à l'international. Et donc, c'est pour nous une façon comme cela de lier en vertical et en horizontal avec les gens qui nous représentent par pays. Donc, c'est une façon de les lier sur leur métier et de les défendre en même temps des normes. Parce que, bien entendu, à l'international, les normes, ce sont des choses très importantes, qu'elles soient comptables, qu'elles soient financières, qu'elles soient techniques. Alors, comment vous abonner chez nous? C'est très simple, hein. Vous nous envoyez une petite lettre et on vous répond immédiatement et on vous envoie immédiatement toutes nos activités. Alors, nous sommes en train de travailler sur la partie économique du sommet de Tunisie qui se tiendra, comme vous le savez, en novembre, en espérant que cette manifestation se tienne. C'est compliqué parce que, comme vous le savez, la Tunisie est au-delà des problèmes politico-économiques qui sont les siens en ce moment, est lourdement touchée en ce moment par la pandémie. Et à Yaoundé, nous avions eu pendant très longtemps quelqu'un qui nous représentait, que vous devez connaître, qui était Françoise Foning. Françoise Foning, non, ça ne me dit rien. C'est la mère de Douala 4. D'accord. Douala 4. Okay. Ben, en tout cas, en tant que structure, pour multiples raisons, on est ouvert à une collaboration avec le FFA pour le Cameroun. Très volontiers, mais très volontiers. Très volontiers. Vous m'excuserez, Monsieur le Président, mais quand vous avez répondu à la première partie, j'ai été violemment déconnecté, donc je ne vous ferai pas répéter ce que vous m'avez dit. Je me rapprocherai de Jean-Pierre Chiaverini pour qu'il me réexplique les précisions que vous avez données dans un premier temps à ma première question. Voilà. Oui, puis Steve ayant accepté l'enregistrement, donc vous pourrez écouter à tête reposée, j'allais dire, tout ce qui a été dit pendant cette visio et audioconférence. Mais Jean-Pierre, si tu en es d'accord, nous pourrions, tu reçois nos invitations, nous pourrions faire la chose suivante, on t'adresse l'invitation et tu peux les adresser à tous nos amis des maisons de la francophonie. Oui, très bien. Oui. On a un WhatsApp très suivi qui s'appelle Désir de francophonie, donc on pourra faire figurer. Parfait. Effectivement. Oui, ça fonctionne très bien. Merci. Je voulais vous dire aussi que nous sommes en train de préparer une grande visite au Saint-Siège. Comme vous le savez, le français est encore la langue diplomatique du Saint-Siège. Il faut espérer d'ailleurs qu'elle le reste longtemps. Et nous sommes en train de monter une manifestation qui aurait dû se monter aussi fin 2019, 2020. Avec une visite au Saint-Père en français. On vous adressera l'étude que nous sommes en train de réaliser sur les entreprises françaises à l'international et comment elles déclinent ou elles ne déclinent pas le français dans leurs opérations qu'elles font dans les pays francophones, dans les pays non francophones. Alors, bien entendu, nous avons aussi l'association des notaires, les commissaires de justice francophones qui sont avec nous et qui, là aussi, nous permettent de travailler avec les professions. Bien sûr, les conseils économiques et sociaux. D'accord. Alors, merci. Il y a également Dominique Caillé qui a demandé la parole. Oui, bonjour à tous. La connexion est ce qu'elle est, donc on va faire avec. Monsieur le Président, à votre avis, là, en dehors de tous les aspects, j'allais dire mécaniques, de cuisine, etc., quels sont les grands sujets pour les 5-6 ans qui viennent sur lesquels la francophonie devra se préoccuper principalement des aspects économiques au-delà des aspects géopolitiques ou politiciens, quoi. C'est-à-dire les aspects où la francophonie économique a un effet de levier sur le dispositif international? C'est ça votre question? Par exemple, parce que je pense qu'à un moment, pour nous, le Cercle de solidarité francophone, il faudra bien qu'on puisse s'appuyer sur des acteurs économiques, parce que sur les acteurs culturels,
c'est déjà pas facile, mais sur les acteurs économiques, ça nous ouvre un champ plus vaste, sur lesquels il y a des convergences à 5 ans, parce qu'il faut les construire, les convergences. Actuellement, la francophonie, c'est pas forcément très clair à la fois pour nos adhérents et nos correspondants locaux. Moi, je pense que ce que nous devons essayer d'atteindre, c'est la création de multiples réseaux qui puissent ensuite être fédérés entre eux. C'est un peu la réponse dans votre question, hein, à savoir qu'il ne faut pas qu'on reste chacun sur nos champs d'action, mais il faut au contraire se connaître et démultiplier ces champs d'action, parce que dans la mondialisation et dans aussi la bagarre avec les grands pays, hein, il faut bien sûr peser de tout le poids, qu'il soit culturel, linguistique, financier, entreprise. C'est tout ça qui fera notre poids ou non. Je vous le disais tout à l'heure, hein, il faut quand même voir qu'à l'exposition de Shanghai, ce sera 400 000 acheteurs, et des acheteurs professionnels. Donc il faut que nous restions sur les grands marchés. Et je pense qu'un des défis, c'est bien sûr que les normes francophones ne soient pas cannibalisées par les normes anglo-saxonnes. Et il faut se battre sur les normes comptables, les normes financières, les normes juridiques, le droit continental avec qui on travaille beaucoup avec nos amis notaires. Car si nous abandonnons ces champs-là, ce sont pour l'avenir des choses qu'on ne pourra pas reconquérir. Et puis, il y a bien sûr la formation. Et il faut former des jeunes en français et il faut leur donner la chance, s'ils parlent français, d'être embauchés par des entreprises francophones. Nous avions on a abandonné il y a 2-3 ans un dispositif que nous avions appelé 1000 stages en entreprise. On prenait un pays du Sud et à niveau de plafond de 1000, nous mettions 1000 jeunes de ce pays francophone dans les entreprises du Nord, et puis avec les autorités de ce pays, on faisait un prix de stagiaire. Il faut absolument que les étudiants aient encore envie de travailler, d'apprendre le français, et c'est pour ça que nous remettons le prix du livre économique, parce qu'il faut que le français reste une langue de prospective, de recherche. Et on le voit bien combien la recherche est importante dans des moments difficiles comme sont les nôtres aujourd'hui. Il faut que la recherche soit encore en français. Il faut que les publications soient aussi en français. À vue de nez, comme ça, quels sont les trucs à ne pas rater dans les 5 ans, quoi? L'Europe. Dans l'Europe, vous pensez? Bah oui, si nous perdons la bataille à Bruxelles, on la gagnera nulle part ailleurs. Hein. Bien sûr, l'Europe, il faut que nous défendions le français. Regardez, moi je travaille, comme vous le savez, dans un secteur qui s'appelle la banque. Et l'ensemble de la régulation bancaire européenne, fait par la BCE, est fait en anglais. Entre parenthèses, ils n'ont jamais été dans l'union monétaire, ils n'ont jamais été dans l'euro, ils ne sont même plus dans l'union. Mais la langue de travail demeure l'anglais. Et là, c'est important de se battre, il faut se battre sur les structures européennes. Quels sont les bons champs de bataille? Écoutez, si on perd la bataille du français à Bruxelles... Non, mais le bon champ de bataille, parce que la question... je vois de temps en temps un certain nombre de choses. Je me dis, bon, c'est bien, il y a quand même l'idée que avec le départ, avec le Brexit, le français pourrait devenir l'une des langues principales de travail de l'Union. Mais où sont les champs de bataille? C'est la norme peut-être? Je suis tenté de dire que je vois, quand les directives européennes sortent, on voit celles qui ont été traduites de l'anglais, qui ont été travaillées en anglais et traduites en français, parce qu'on se demande, on se dit qu'il y a peut-être 27 directives au lieu d'en avoir une seule. Non, voilà, donc moi, l'idée, c'est quels sont les champs de bataille sur lesquels qui pourraient donner une vision à nos correspondants locaux pour sortir, aller voir les entrepreneurs, les acteurs culturels, les acteurs politiques de leur coin, de leur village, de leur capitale, de je ne sais pas trop où, et puis de sortir quelque chose. Nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes battus à l'Office européen des brevets. Nous avons obtenu que le français soit une langue de dépôt. Nous avons été très déçus par le fait que
hélas, il y a très peu d'entreprises françaises qui déclarent leurs brevets en français, malgré le fait qu'ils reçoivent dans les 3 langues, hein, en allemand, en anglais et en français, et que, hélas, on en a très peu qui déposent. Alors, je crois qu'il faut sensibiliser aussi les acteurs économiques et particulièrement aussi les enseignants, hein. Il faut absolument que le français devienne une grande langue de travail. Alors, pour devenir une grande langue de travail, il faut aussi que ce qui porte la langue, c'est-à-dire l'économie, soit au rendez-vous, hein. Il faut que nos entreprises et que l'économie francophone en général soit présente, parce que sinon, les jeunes apprendront la langue dans laquelle ils pourront réaliser leur vie et faire leur travail. Alors, je vois que j'ai presque plus de Courant. De courant, oui. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Non, j'ai une autre fini. question. Il est parti. J'ai une question. Oui, vas-y, Benoît. Au sein de notre structure, donc du réseau international des maisons de la francophonie, donc nous avons le réseau Afrique des maisons de la francophonie, et donc notre fondatrice présidente, Madame Enya Henson, a la charge de la feuille de route du comité francophonie économique. Oui. Et donc on élabore avec des décideurs économiques africains qui concerne les domaines suivants: l'économie sociale et solidaire, tout ce qui concerne les secteurs du patrimoine, des arts et de la culture, l'aspect secteur des technologies et du numérique, et les métiers liés à la transition climatique et énergétique, tout en étant dans un cadre où ce sont les femmes et les jeunes et les membres des diasporas qui doivent être destinés. Je voulais savoir, Monsieur le Président, si éventuellement on pouvait solliciter votre participation au sein de ce projet de comité de francophonie économique. Oui, écoutez, oui. En plus, comme je vous ai dit, hein, chaque année, nous réunissons au pavillon Baltard l'ensemble des gens qui acceptent de venir présenter leurs produits. Mais quand je dis présenter, c'est vendre leurs produits, hein, puisque nous faisons ça en principe 15 jours avant les fêtes de Noël. Donc oui, sur tout ce qui est les métiers d'art, tout ce qui est l'artisanat, d'ailleurs nous avions fait avec les chambres de commerce et des métiers une grande réunion, comment avec l'argent européen qui est donné pour la formation et l'apprentissage, comment nos artisans peuvent aider l'artisanat du Sud à monter au niveau et être sur le marché international. Oui, bien sûr. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Non, mais ne m'appelez pas Monsieur le Président. Merci. Il y a Françoise Bourdon qui veut intervenir. Oui, merci. Également. Françoise, à toi. Oui. Monsieur le Président, c'est très intéressant tout ce que vous nous dites là. Moi, évidemment, j'aimerais bien avoir les liens avec la prochaine conférence sur la Normandie, puisque je vous appelle de Rouen et que je suis une entreprise en Normandie, donc ça m'intéresse au plus haut point. Mais je voudrais savoir aussi si vous êtes en contact avec le réseau international des universités qui enseignent le français langue d'affaires, qui est assez actif d'ailleurs, très actif. J'ai eu l'occasion l'année dernière d'aller à un congrès à Chicago. Ils se déplacent partout dans le monde et c'était à Chicago il y a donc 2 ans maintenant. Est-ce que vous êtes en contact avec ce réseau-là, Monsieur le Président? Alors, on travaille avec l'AUF. Hein, d'accord. Nous avons une convention de travail. D'ailleurs, on est en train de travailler sur des programmes avec l'AUF. On a rencontré le recteur la semaine dernière à plusieurs et on est en train de travailler. Oui, avec l'AUF, on travaille depuis très longtemps. Moi, j'ai eu la chance et le plaisir d'être administrateur à l'Université de Sangor, Alexandrie. Donc, oui, bien sûr. Et encore, comme je vous disais tout à l'heure, la formation, c'est essentiel. Il faut absolument former en français, donner l'envie aux jeunes d'apprendre le français et garder ce français comme langue de travail. Mais là aussi, soyons réalistes tous.
ils apprendront et travailleront en français si le français leur permet de faire une vie professionnelle et une vie de travail. Si pour travailler, on leur demande de parler une autre langue, ils parleront l'autre langue pour travailler et faire leur vie. Hein. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Donc, il est important que, au-delà de notre langue, ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire l'économie, la finance, le commerce, l'artisanat, soit fort dans l'international. Bien sûr. Ouais. Merci. Alors, il doit me rester 1%. J'espère que ça ne va pas couper. Si ça coupait, je vous... Ça va être la conclusion. Merci. Merci. Je vous dirais combien ce que vous faites est complémentaire de ce que nous faisons et que tout ça va dans le bon sens. Mais Jean-Pierre, tu es notre lien entre nous tous. Oui, tout à fait. Volontiers. Et en parlant de réseau, je vois que François Georges, qui a été tu le sais, délégué général à la Chambre de commerce internationale, et dans les participants. Et puis, on est en relation aussi avec Denis Deschamps là, pour la conférence permanente des chambres de commerce africaines francophones. Voilà. Et on essaie aussi d'aider les projets sur le terrain, Burundi, également au Cameroun, on en a parlé, mais également dans d'autres pays, Burkina, Togo, etc. Enfin, tu connais notre action depuis des années. Et merci encore pour ton soutien. Voilà, il y a Émile Leslie qui nous rejoint, qui est dans la Maison de la Francophonie de Lyon et du réseau international aussi. Voilà, ben écoute, on va éviter la coupure. Je te laisse conclure. Alors, si tu n'as plus de batterie, merci. Non, mais la conclusion est vite trouvée. Hein. C'est une solidarité entre nous. C'est un travail permanent sur le terrain que vous faites et que nous faisons. Et c'est des synergies qu'il faut trouver, qu'il faut mettre en marche. Comme je vous le disais en entrée, nous avons un slogan au FFA, c'est le monde à conquérir, il est à partager, mais il est aussi à partager entre francophones sur les mêmes valeurs qui sont les nôtres. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Steve. Merci Jean-Pierre. À bientôt et puis merci de nous envoyer les liens, comme ça je retraduirai ça aux amis. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonsoir. Bonsoir.